Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 18 morts, 3 disparus et 9 blessés, c'est le bilan de l'incendie qui, hier soir, a ravagé un collège d'enseignement secondaire, rue Édouard Pailleron à Paris, dans le 19e arrondissement. 18 morts et parmi eux 14 enfants au moins. Les autres victimes et disparus sont d'autres enfants, des professeurs et les concierges de l'établissement. Un pompier a été d'autre part grièvement blessé. Des poutrelles, des blocs de béton, un amas de décombres, ce que vous voyez en ce moment même sur vos images, des décombres au milieu desquels les pompiers fouillent inlassablement, c'est tout ce qui reste ce matin de cet établissement scolaire dans lequel hier soir, une soixantaine d'enfants suivaient avec 4 professeurs des cours de musique et de chant. Et je pense que ces images parlent d'elles-mêmes. Une information judiciaire pour incendie involontaire est ouverte. Dès ce matin, une commission d'enquête s'est rendue sur place. Les enquêteurs vont entendre les pompiers, les témoins, les sauveteurs volontaires, les rescapés, comme toujours en pareil cas. Et comme toujours en pareil cas, on se pose des questions, on cherche des responsables, on reste abasourdi, effondré devant un pareil drame dont des enfants sont les innocentes victimes. Et l'on songe que quelques heures plus tôt, ce n'est pas 60, mais 900 enfants qu'il y avait dans ce CES. On songe avant tout à la douleur des parents. Voyons tout d'abord ce qui s'est passé. Comment ce qui n'était qu'un incendie, important certes, mais comme il y en a tous les jours en France, est devenu hier soir à Paris une tragédie. Jacques Collet. 20 h, rue Édouard Pailleron, 19e arrondissement. Un CES. Une construction récente, à peine 3 ans, mais de matériaux légers. À l'intérieur, fait inhabituel à cette heure-là, 50 adolescents prennent une leçon de solfège. Avec eux, 3 professeurs. Et dans les couloirs, la concierge de l'établissement. On attend également, pour une séance de ciné-club. Soudain le feu. Pourquoi, comment, on ne le sait toujours pas. Seulement là-haut, dans les étages, on ne s'aperçoit pas de ce qui arrive tout de suite. Les enfants et les enseignants veulent fuir, mais la fumée, âcre, épaisse, barre la route de l'escalier. Les fenêtres, toutes hélas ne s'ouvrent pas. Et c'est à coups de poing que le professeur de solfège casse les carreaux, libérant ainsi un grand nombre de ses élèves qui descendent alors le long de la façade, l'échelle des secouristes étant déjà dressée. Les pompiers luttent, nombreux, 8 casernes en tout. Pendant 2 heures, cet incendie ne sera qu'un feu banal. Un CES est ravagé, certes, mais il ne semble pas qu'il y ait de victimes. Et pourtant, à 22h15, quand le lieutenant Vigier vient dresser le bilan, personne ne s'attend à l'annonce d'un tel drame. Ce que je peux vous annoncer à l'instant présent, c'est que malheureusement, nous venons de découvrir une quinzaine de victimes. Ce sont des enfants, et étant donné l'état des corps et la situation dans laquelle j'ai pu les voir moi-même, on peut croire qu'ils étaient au dernier étage puisqu'ils se trouvent au-dessus des décombres de la partie effondrée du bâtiment. À cette consternation succède l'affolement. Les parents ne savent rien. Où est leur enfant? A-t-il été conduit dans un hôpital? Peut-être, mais lequel? Ou alors est-il là-dedans? La tragédie s'installe sur 2 centres d'intérêt. Les ruines du collège d'où l'on dégage les corps d'un côté et la mairie du 19e de l'autre, où les parents affolés essaient de savoir, demandent des listes. Cette immense détresse, le général des pompiers la ressent lui-même. Je pensais initialement qu'il y avait une victime, c'est ce qu'on nous avait dit. Qu'un enfant n'était pas sorti, il se trouve qu'il y en a plus d'un. Je suis navré, mais les pompiers ont fait leur devoir, tout leur métier avec beaucoup de courage d'ailleurs, d'après les premiers témoins. Vous l'avez entendu, tout s'est passé très vite, en quelques minutes. Monsieur Jolivet, l'un des professeurs de musique qui était dans ce CES et qui est sans doute le seul survivant des 4 professeurs présents, a déclaré « Je ne me suis aperçu de rien. Pas d'explosion, pas d'odeur, pas de flamme. Les enfants sont arrivés dans ma classe, ils m'ont dit « Monsieur, il y a le feu ». J'avais 13 élèves avec moi, tous très jeunes. Quand nous sommes arrivés dans l'escalier, il était déjà impraticable à cause de la fumée. Alors nous sommes rentrés dans la classe, nous avons cassé les fenêtres, nous avons crié et nous sommes descendus un par des échelles. En bas, dans la rue, je me suis aperçu qu'il me manquait 2 enfants. Je vous l'ai dit, dès ce matin, une commission d'enquête s'est rendue sur place pour essayer de connaître les causes de cette catastrophe. On avait parlé d'une fuite de gaz. Or, la direction du Gaz de France précise qu'il n'y avait aucune installation de gaz dans les étages et que la conduite qui alimentait l'immeuble a été retrouvée intacte. Pour les pompiers, il n'y a, à première vue, aucune explication possible. Vous venez d'entendre le général Ferrauge qui les commande. Il a dit
Les responsabilités, s'il y en a, elles ne sont pas notre fait. Quand nous sommes arrivés, il était déjà trop tard. Le maire du 19e arrondissement, M. Petit, a rappelé qu'une commission de sécurité avait visité plusieurs fois l'établissement depuis son ouverture il y a 2 ans et n'avait rien noté d'anormal en ce qui concerne le bâtiment lui-même. Cependant, M. Petit a reconnu que des fissures s'étaient produites il y a plusieurs mois dans la cour de ce CES. Alors, n'est-ce pas, ne sont-ce pas les matériaux employés pour la construction de cet établissement scolaire qu'il faudrait peut-être incriminer? Parce qu'il s'agit d'un établissement scolaire, M. Fontanet, le ministre de l'Éducation nationale, s'est rendu sur place dans la nuit et dès ce matin, il a réuni dans son bureau tous les responsables de la construction dans son ministère. Voici ce qu'il a déclaré à Dominique Laury. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des éléments nouveaux ce matin? Non, comme vous le savez, dès cette nuit, je me suis rendu sur les lieux de cet épouvantable sinistre, mais je n'ai pu recueillir que des impressions d'où il ressort que le feu s'est propagé avec une rapidité extraordinaire, ce qui explique hélas le nombre des victimes. Il faut donc avoir l'explication de ce phénomène pour le moment extrêmement surprenant. Une enquête judiciaire a immédiatement été commencée puisque hélas il y a eu des morts. Et dès ce matin, nous lançons l'enquête administrative. Ces résultats seront rendus publics et nous tirerons bien entendu toutes les conséquences qui s'imposeront à partir du moment où nous aurons l'explication de ce drame épouvantable. Monsieur le ministre, il y a quand même des points d'interrogation. Le CES s'est écroulé comme un véritable château de cartes. Il faut, sur tous ces points, comme je viens de le dire, la rapidité avec laquelle le feu s'est propagé, les conséquences que cela a causées sur le plan de la solidité de l'immeuble, que les explications techniques soient fournies. Je ne peux rien vous dire de plus pour le moment, mais tous ces points vont être examinés avec la plus grande rapidité, le plus grand soin, pour que rien ne reste dans l'ombre, et encore une fois, ces conclusions seront rendues publiques. Voilà tout ce que l'on peut dire sur ce drame d'après ce que l'on sait actuellement. Il faut maintenant attendre les résultats de l'enquête, résultats dont M. Fontanet a promis qu'ils seraient rendus publics. Une réunion se tiendra cet après-midi entre les parents des élèves de ce CES et le rectorat de Paris afin d'organiser la répartition des enfants dans différents établissements du secteur. D'autre part, une réunion d'information pour les parents aura lieu ce soir à 20h45 au lycée Bergson. Et je pense qu'en attendant l'enquête, parce que, au fond, nous sommes tous des parents, le mieux, c'est d'avoir une pensée pour les victimes d'hier soir. 47, 36, 14 et 3. Ce sont les pourcentages d'intention de vote des Français obtenus par le dernier sondage de la Sofres et que publie ce matin Le Figaro. 47, c'est le pourcentage obtenu par l'opposition de gauche et qui se décompose de la façon suivante: 25% pour le Parti socialiste, les radicaux de gauche et le PSU, 22% pour le Parti communiste. Par rapport au précédent sondage, l'Union de la gauche gagne donc 1 point. 36%, c'est le pourcentage obtenu par la majorité. C'est 2 points de moins qu'au précédent sondage. Quant aux réformateurs, ils restent à 14%. Enfin, 3%, ce sont les divers droites qui gagnent 1 point. Autre résultat intéressant à noter dans ce sondage, à la veille de l'intervention télévisée de M. Pompidou, 58% des personnes interrogées estiment que le président de la République est un arbitre au-dessus des partis. 34% estiment qu'il est le chef de la majorité. 8% n'ont pas d'opinion. Hier soir, au Palais des Sports de Paris, le Parti communiste avait organisé un meeting sur le thème « Voter massivement pour les candidats du PC, c'est donner la meilleure chance au programme commun de la gauche ». On répète sans cesse qu'il faut rééquilibrer la gauche. Là encore, il faut parler clair. Si l'on est objectif, il faut reconnaître qu'effectivement, la gauche au Parlement n'est pas équilibrée, mais que ce déséquilibre est au détriment des communistes. Il faut que notre parti augmente considérablement son nombre de voix dès le premier tour du scrutin, car c'est au premier tour que les choses se décident. Au deuxième tour, il sera trop tard. Et pour changer vraiment,
pour qu'un gouvernement, pour qu'au gouvernement, la voix des travailleurs se fasse entendre avec assez de force, il faut un gouvernement avec les communistes. Oui, la France a besoin d'un autre gouvernement. Elle a besoin d'un gouvernement de la gauche unie dans lequel les communistes occuperont des postes responsables et œuvreront avec les représentants des autres partis à la réalisation du programme commun devenu celui de la majorité des Français. À Calais, où il était venu soutenir la candidature de M. Jean-Louis Debré, le fils du ministre de la Défense, M. Pierre Messmer a indirectement répondu à M. Marchais en évoquant ce qui se passerait, selon lui, si les communistes et leurs alliés arrivaient au pouvoir. Je leur dis que les changements qu'ils souhaitent, nous les voulons aussi, car ils sont l'expression même des progrès de la vie en société. Je leur dis qu'avec l'immense majorité d'entre eux, nous refusons la révolution, mais je leur dis que si triomphait l'alliance que les chefs socialistes ont conclue avec le Parti communiste, aucune force, quelle que soit l'importance de sa représentation parlementaire, ne pourrait équilibrer le Parti communiste. Quand les communistes et leurs alliés sont au pouvoir, ce ne sont pas leurs alliés qui gouvernent, ce sont les communistes eux-mêmes. Car, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, eux seuls en ont les moyens. Eux seuls disposent des masses de manœuvre qui leur permettent d'occuper les usines ou d'occuper la rue. Eux seuls commandent ces moyens de transmission que sont certaines associations ou la puissante organisation syndicale qu'ils contrôlent. Eux seuls, dès lors, peuvent ralentir ou accélérer les mouvements et, par la pression qu'ils exercent, arracher les décisions que veut obtenir le Parti communiste. Et on le sait bien à Calais, où le Parti communiste a bloqué la mise en place d'un schéma d'aménagement qui est un outil pour l'avenir. À Marseille, M. Jean Le Canuet, qui présidait avec M. Servan-Schreiber un meeting des réformateurs, a rappelé quelle sera la position des réformateurs au lendemain des élections du mois de mars. À la veille d'importantes déclarations de M. le Président de la République, je tiens à clarifier notre position. Nous serons, je crois, indispensables à une majorité nouvelle, mais en aucun cas nous n'apporterons nos voix gratuitement pour combler les vides de la majorité et faire la politique que nous avons combattue. Nous n'apporterons notre concours qu'à une politique de réforme qui donnera comme directive au prochain gouvernement les principales réformes que j'ai rappelées tout à l'heure. Enfin, à Périgueux, M. Alain Poher, le président du Sénat, s'est défendu de vouloir faire campagne pour telle ou telle formation politique. Au matin du 12 mars, a-t-il dit, je souhaite rester un arbitre national. 200 membres de l'Association nationale pour l'étude de l'avortement ont à leur tour pris position. Leurs représentants ont expliqué ce matin, au cours d'une conférence de presse, dans quel cas précis ils admettaient l'avortement. Aujourd'hui, nouveau rebondissement de la bataille de l'avortement. 206 médecins, et non des moindres, puisqu'on compte parmi eux les 4 prix Nobel et un certain nombre de professeurs de faculté, ont déclaré qu'ils avaient facilité ou réalisé des avortements depuis le printemps de 1972. Mais dans quelles conditions et pour quelles raisons exactement, docteur Palmer? En fait, il s'est constitué au sein de l'ANEA un groupe qui a signé une charte dans laquelle il s'engageait à réaliser en France des interruptions de grossesse dans les conditions suivantes: menaces graves pour la santé de la femme, risques sérieux d'enfants mal formés, maladie mentale grave de la mère, viol ou inceste,
mineur de moins de 15 ans et indication sociale d'une gravité indiscutable. En d'autres termes, votre avortement est justifié dans tous ces cas-là, semble-t-il. Ce sont tous des cas dans lesquels nous aurions estimé être coupables de ne pas avoir réalisé l'interruption de la grossesse, en notre âme et conscience. Mais cette position à la fois morale et médicale s'oppose-t-elle alors à l'avortement libre à répétition tel que le demandent les 333? Évidemment, nous ne couvrons pas tout l'éventail des cas qui recourent à l'avortement clandestin. Je pense personnellement qu'avec la manière dont nous avons envisagé les choses, nous évitons plus de la moitié de ceux-ci. Il est certain que nos indications sont restrictives par rapport à celles de nos collègues des 330, dont nous sommes cependant pleinement solidaires. Je vous rappelle qu'hier, M. Jean Foyer, le ministre de la Santé publique, avait estimé que le manifeste des 330 médecins était une manœuvre de provocation et une opération politique déclenchée en pleine période électorale. La guerre a décidément bien du mal à cesser au Vietnam. Sur les hauts plateaux, dans la région de Pleiku, une bataille rangée entre soldats vietcong et sud-vietnamiens a fait près de 200 morts dans la seule journée d'hier. D'autre part, dans la région de Hue, les sud-vietnamiens affirment avoir détruit 7 chars nord-vietnamiens qui tentaient de s'emparer d'une de leurs positions. Dans cette même région, une équipe de 11 délégués de la commission de contrôle n'a pu mettre fin à un duel d'artillerie. Elle a dû rentrer à Hue pour se contenter de faire un rapport. Cependant, à Paris, les délégués de Saïgon et du GRP se sont retrouvés pour la deuxième fois ce matin dans une atmosphère qualifiée de part et d'autre de constructive. D'après un journal de Beyrouth, 3 membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir avaient projeté de s'emparer à Vienne d'un wagon qui transportait des juifs soviétiques qui venaient de quitter leur pays. Mais toujours d'après ce journal, les services de renseignement soviétiques ont eu vent de cette affaire et ils ont alerté la police autrichienne qui a pu arrêter les 3 Palestiniens. Les lecteurs de Georges Simenon vont être déçus. Le célèbre romancier a décidé de ne plus écrire. Dans une interview que publie ce matin le journal de Lausanne 24 heures, le père du commissaire Maigret affirme « J'ai pris la décision de ne plus écrire de romans. Désormais, sur mon passeport, je suis sans profession. » Simenon déclare qu'il veut désormais rester assis dans un fauteuil et se raconter des histoires qu'il oubliera aussitôt. Les basketteurs de Denain ont battu hier soir l'équipe de Barcelone par 73 points à 61 en Coupe européenne Korak. Ils ont donc 12 points d'avance pour le match retour qui aura lieu à Barcelone la semaine prochaine. Quelques images de cette rencontre. Pour les joueurs de Denain en maillot sombre qui affrontaient dans leur salle l'équipe de Barcelone, l'objectif était non seulement de gagner, mais surtout d'assurer une marge de points suffisante pour conserver une chance lors du match retour en Espagne. Il y avait les 2 Américains de service dans chaque formation, et le duel au rebond que se livrait celui de Denain, Sanders, de 1,12 m, avec celui de Barcelone, Carmichael, de 1,09 m, conditionnait la partie. À la mi-temps, vous l'avez vu, le score de 33 à 32 en faveur des Français ne pouvait laisser présager de la suite, d'autant que Barcelone menait 53-50 quelques minutes plus tard. Grâce à l'activité de Hill et Stellins, Denain parvenait à reprendre l'avantage, concrétisé par 6 points d'écart à 3 minutes de la fin. Pendant ce laps de temps toujours décisif dans une partie de basket, les Espagnols devaient perdre Soler, leur tireur le plus adroit, éliminé pour 5 fautes personnelles. Mettant cette aubaine à profit, les Donésiens survoltés parviendront à porter la marque à 73-61. 12 points d'écart, c'est un avantage qui laisse quelques chances à Denain, mais aussi aux Espagnols. Un coup dur pour l'équipe de France de rugby. Trio ne jouera pas samedi contre les All Blacks. Trio a été blessé à la tête dimanche dernier et pour le remplacer, les sélectionneurs prendront une décision aujourd'hui. Aujourd'hui également, à Clermont-Ferrand, les All Blacks rencontrent une sélection française avant le test match de samedi. Comme avant-hier, la partie magazine de ce journal est consacrée aux livres politiques, particulièrement nombreux en cette période électorale. Maurice Bruzek vous présente quelques-uns des livres récemment sortis en librairie. La bibliothèque de l'électeur numéro 2, le service politique de 24 heures sur la Une a sélectionné encore pour vous quelques livres politiques qui vous permettront de mieux comprendre et de mieux suivre la campagne électorale. Le premier de ces titres, Les Paradisiennes, un livre qui a été écrit par Brigitte Gros. Brigitte Gros est une ancienne journaliste qui est actuellement maire de Meulan, une commune importante de la banlieue ouest de Paris. Ce livre permet de mieux comprendre quelles sont actuellement les préoccupations
des élus locaux, ce qui est intéressant donc à la veille de la consultation. Voici le titre, Les Paradisiennes, par Brigitte Gros. Elle est interviewée par Jacqueline Collins. Les Paradisiennes, ce sont les habitantes du grand ensemble de Meulan, à une 50aine de kilomètres de Paris. La ferme qui était là, il y a encore quelques années, s'appelait Le Paradis. Il y avait, quand nous sommes arrivés à la mairie de Meulan, 600 demandes de logements sociaux, c'est-à-dire pour des familles qui ont un salaire relativement modeste. Il fallait que ces jeunes ménages, en fait, puissent rester à Meulan, là où ils avaient passé leur enfance, près de leurs parents, ce qui fait que notre devoir le plus strict était de construire un groupe d'HLM pour répondre à cette demande de logement. Et c'est pas tout à fait le paradis, apparemment. Mais non, c'est pas tout à fait le paradis. C'est-à-dire que l'endroit est exceptionnellement beau, c'est en haut de la colline qui domine 2 vallées, mais le problème, c'est surtout un problème pour les femmes. Car, voyez-vous, ici, les hommes sont très heureux, c'est un peu la ville à la campagne. Les femmes s'ennuient, les hommes non, parce que, évidemment, ils partent le matin et ils rentrent tard le soir, ils sont accueillis par une femme dans un très beau logement, ils sont contents. C'est bien aussi pour les enfants, je l'ai dit dans mon livre, car nous avons une très belle école, les enfants ont des espaces verts, mais le problème, c'est la femme. Les premières victimes, ce sont les femmes. Depuis que j'ai écrit mon livre, nous avons une pharmacie, juste en dessous. Mais ça n'est pas suffisant, une pharmacie, ça n'est pas suffisant simplement une grande épicerie, ça n'est pas suffisant une seule libraire. Elle voudrait aussi un coiffeur, elle voudrait aussi une pâtisserie, c'est très important. Un café, c'est ce café dont j'ai parlé dans mon livre. Les femmes aimeraient se retrouver l'après-midi, mais où? Il n'y a pas d'endroit. Ben oui, elles s'ennuient parce qu'il n'y a pas de travail dans le groupe même. Et quand elles veulent travailler, il faut qu'elles aillent très loin. Alors comme elles ont des enfants jeunes, elles veulent travailler près de leur logement. Le grand problème, c'est la distance emploi-logement quand on construit des cités nouvelles comme celle-ci. Il faudrait en fait des bureaux pour qu'elles puissent travailler comme secrétaire, comme employée de bureau, et puis qu'elles puissent rentrer tôt le soir chez elles. C'est ça le grand problème. Quand on a des enfants jeunes, eh bien on ne peut pas être absent 12 heures du foyer. Quand vous aviez fait les premiers projets ici, vous n'aviez pas prévu tous ces inconvénients? Mais si, c'est la ville dont j'ai rêvé. Nous avions prévu tout ça, mais il y a un manque de crédit, il y a un manque de possibilité de réaliser les équipements en même temps que les logements. Les choses viennent, mais toujours avec 20 ans de retard. Et 20 ans, c'est la vie d'une paradisienne, la vie d'une paradisienne active. Enfin, si c'était à refaire, est-ce que vous feriez ce que vous avez fait ici? Oh oui. Je ne regrette rien, parce qu'en fait, j'ai donné à ces gens qui le demandaient, des logements sociaux de grande qualité. Alors c'est pas la perfection, ça n'est pas encore le paradis, mais je lutte pour que ça le devienne, à Meulan et ailleurs d'ailleurs. Ancien gaulliste passé chez les réformateurs, Jean-Marcel Jeanneney vient d'écrire un livre dont le titre résume sa pensée à mes amis gaullistes. Il justifie donc en grande partie son passage des gaullistes chez les réformateurs. Voici ce livre, voici son titre. Jean-Marcel Jeanneney, à mes amis gaullistes. Autre livre, un livre écrit par un gaulliste parmi les grands gaullistes, gaulliste parmi les grands gaullistes, Michel Debré, Combat pour les élections 1973. C'est un livre qui s'adresse aux militants. Michel Debré a repris dans son ouvrage 5 discours qu'il a prononcés au cours de ces dernières années. Mais je vous propose d'écouter ce qu'il a précisé dans son interview accordée à Jacques Hébert. Ce livre comprend 5 discours que j'ai prononcés au cours des derniers mois devant des militants, c'est-à-dire des militants qui, au cours des dernières années, s'étaient dévoués pour la cause, pour la personne du général de Gaulle. Et la raison principale de mon propos était de leur expliquer qu'il fallait se tourner vers l'avenir, que le passé que nous avions vécu ensemble, avec toutes ces promesses et toutes ces réalisations, ne pouvait être qu'une base de départ. En fait, la mort du général de Gaulle divise un certain nombre d'esprits en deux. L'un qui dit l'après-gaullisme, c'est le contraire du gaullisme, et l'autre, l'après-gaullisme, c'est d'essayer de continuer sur des lignes essentielles et tourner vers l'avenir, en aucune façon vers le passé. Ne craignez-vous pas qu'on puisse vous reprocher un jour de vouloir accaparer en quelque sorte la mémoire du général de Gaulle? En aucune façon, je ne cesse de dire, et je n'ai cessé de dire dans ces discours, que le fait de vouloir être fidèle à certaines orientations, à un certain état d'esprit, ne justifiait en aucune façon
une volonté de monopole, bien au contraire. Dans votre livre, vous parlez souvent des militants qui, dites-vous, méritent considération. Pour vous, en 1973, est-il toujours nécessaire qu'un parti politique ait des militants qui aillent en première ligne? Une démocratie ne peut pas vivre sans formation politique. Partis, mouvements, rassemblements, et ces partis, ces mouvements et ces rassemblements n'ont de valeur que s'ils ont des militants, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui n'ont pas d'ambition en ce qui concerne les mandats, en ce qui concerne les élections, mais qui n'ont pas non plus le goût de s'intéresser à la politique qu'au moment des élections. Il faut vivre pour un certain idéal, il faut animer une certaine orientation politique. C'est cela l'état d'esprit du militant. Il est hautement respectable en soi, et il est hautement respectable en ce sens que sans militants, il n'y a pas de République. Comment mieux formuler son choix à quelques semaines des élections? Comment se renseigner auprès des partis politiques? Ce sont deux des questions que l'on se pose très souvent à la veille d'une consultation électorale. Eh bien, il y a deux livres qui peuvent peut-être vous aider à répondre en partie ou en grande partie à ces questions. Deux livres qui sont des guides. Le premier, si vous voulez voter, et si vous voulez savoir voter, voici sa couverture. Ce livre vous permet non seulement de trouver le nom des responsables des partis, mais aussi l'adresse de ces partis, et de trouver un résumé des programmes politiques de ces partis. Un guide peut-être un peu plus complet, le guide des élections, par Daniel Duigou. Ce livre également vous permet de vous y retrouver et de contacter par téléphone ou par écrit les partis politiques. Dernier ouvrage que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui, un livre qui a été écrit par Michel Rocard. Le titre est « Question à l'État socialiste ». À Jean Causec, Michel Rocard précise quel est son socialisme à lui. Une vingtaine de pays dans le monde prétendent peu ou prou au socialisme, et vous êtes assez sévère à leur égard, vous ne les prenez pas pour modèle. Ce n'est pas une question de sévérité. En effet, les pays qui se recommandent du socialisme fournissent une référence qui, je crois, ne convient pas à la France. Tous étaient des pays très pauvres au démarrage, tous sont arrivés au socialisme sans avoir derrière eux une tradition de démocratie, une tradition d'exercice de liberté collective, une liberté politique exclusivement, bien sûr, dans l'économie, pas question de toute façon, et tous aussi sont arrivés au socialisme avec une population largement analphabète. Il en est résulté des structures extrêmement centralisées, bureaucratiques et parfois policières. Je ne fais pas de jugement de valeur dans ce livre. Je suis en effet très critique, mais surtout pour expliquer que les problèmes français n'ont rien à voir et que le type de socialisme sur lequel nous pouvons nous battre, pour lequel nous pouvons nous battre, ne prendra pas ces modèles-là. Vous êtes également sévère, critique à l'égard, disons, de la social-démocratie en général. Eh bien, comment ne pas l'être? Elle existe depuis plus d'un siècle maintenant, et dans tous les pays développés, elle n'a jamais entrepris vraiment la construction d'une société socialiste. La social-démocratie s'est battue, parfois mal, comme en France et en Angleterre, parfois plus efficacement, comme en Suède, pour un partage plus juste du revenu national. Mais ce dont nous sommes tous persuadés aujourd'hui, c'est que la question centrale, c'est nous ne voulons plus vivre comme des sujets, nous ne voulons plus passer notre vie à obéir à des décisions prises ailleurs, au-dessus, sans même qu'on sache qui les prend. Ce combat-là, qui est un combat pour la responsabilité, que chacun puisse choisir ceux qui décident, non pas seulement le président de la République, mais toutes les décisions dont est fait notre avenir immédiat. Cette décision-là, la social-démocratie ne la pose pas, et c'est la raison pour laquelle partout en Europe se cherchent des forces qui veulent la poser. Et nous espérons avoir pu vous aider à constituer ce que nous appelons la bibliothèque de l'électeur. Après-demain, vendredi, nous vous présenterons une troisième émission que nous avons intitulée la bibliothèque de l'électeur numéro 3. Au cours de cette émission, nous vous présenterons d'autres ouvrages. À après-demain, vendredi. Le cours du dollar est retombé ce matin à son niveau plancher à la bourse de Francfort, mais il s'est un peu redressé à Zurich et aussi à Paris. En fait, Michel Tardieu, on attend maintenant surtout les décisions que pourrait prendre cet après-midi à Bonn la Banque fédérale. Michel Tardieu. 14h, le conseil de la Bundesbank se réunit à 14h et il est évident qu'avant de connaître les décisions que peuvent prendre
les autorités monétaires allemandes, on ne peut faire que des suppositions. Et je dois dire que les suppositions vont bon train. Ici, à la Bourse de Paris, on en entend de toutes les couleurs sur ce que vont faire les Allemands. Alors, on ne peut encore rien dire, il faut attendre, je le répète, quelques temps. Les indices de double marché vont faire des progrès en Allemagne, encore que beaucoup d'Allemands disent que ce n'est pas possible de faire un double marché chez nous parce que nous n'avons pas les contrôles nécessaires. D'autres disent que d'ores et déjà la Bundesbank serait en train d'arrêter de soutenir le dollar en ce moment, ce qui ferait que le mark commencerait à flotter en fait. Mais je le répète, aucune information sérieuse pour l'instant, donc il est plus sage d'attendre puisque dans ce domaine, tout est très, très fragile. Les boursiers, en tout cas, sont inquiets et l'or continue de monter. L'or monte pour les raisons monétaires que nous venons de voir. Et vous voyez que le lingot à 11 366 contre 11 285 hier. Les pièces, elles, ont moins bougé, à l'exception du souverain qui est en hausse à 130 contre 125,10. On dit sur le marché de l'or qu'un certain nombre de gens commencent à arbitrer des pièces contre du kilo. Vous savez, c'est le jeu habituel des professionnels de l'or. Quand la prime est suffisante sur les pièces, on revend des pièces et puis on rachète du kilo. En tout cas, on ne cesse de battre des records sur le marché de l'or, en raison précisément donc de la faiblesse du dollar. Plus le dollar est faible, plus l'or est solide. Et aussi parce que nouveau sondage électoral aujourd'hui et que les boursiers, évidemment, commencent à être un petit peu fatigués, ils ont les nerfs un petit peu usés par ces sondages successifs, et à chaque nouveau sondage, eh bien, la bourse s'effrite un petit peu quand on voit que la gauche, que l'union de la gauche marque des points. Vous voyez que l'effritement l'emporte nettement aujourd'hui sur l'ensemble des compartiments boursiers. Les boursiers sont d'autant plus inquiets que l'affrontement entre l'Europe et les États-Unis leur semble devoir être de plus en plus dur, et qu'un certain nombre de conseillers économiques du président Nixon, et notamment leur chef, M. Stein, ont déclaré que les États-Unis pourraient bien prendre des mesures unilatérales pour rééquilibrer leur balance commerciale. En clair, cela veut dire que les États-Unis pourraient, s'ils n'obtenaient pas de satisfaction de la part des Européens, prendre de nouvelles mesures pour taxer, par exemple, les importations, comme ils l'avaient fait au mois d'août 1971. Alors tout ça n'est pas très réjouissant. Une seule chose qui peut peut-être faire plaisir aux Européens, c'est que M. John Connally, l'ancien secrétaire au Trésor américain, qui était bien connu pour sa brutalité dans les réunions internationales, et sa brutalité à l'égard de l'Europe notamment, vient d'être nommé administrateur de la Paname qui a récemment refusé de lever ses options sur le Concorde, et peut-être que si M. Connally fait une carrière dans le privé, eh bien les négociateurs européens ne le rencontreront plus pendant les négociations qui vont s'engager entre l'Europe et les États-Unis. À signaler que INCO, International Nickel, a fait connaître ses projets pour l'exploitation du nickel de Nouvelle-Calédonie, mais que le problème n'est toujours pas tranché. C'est au gouvernement de décider s'il préfère International Nickel ou le groupe formé entre Freeport et les pétroles d'Aquitaine. Quant au Pinet, il baisse un petit peu aujourd'hui, il est à 211,20 contre 213. Le Napoléon, lui, vous l'avez vu, ne bougeait pas. Ici la Bourse de Paris, à vous Claude Guillaumin. Il me reste à vous remercier de nous avoir prêté attention et à vous souhaiter un bon après-midi.